Quand Jurassic World débarqua en salle, nous avons été confrontés au premier dinosaure hybride de la série, l'Indominus Rex, un mélange audacieux de divers animaux modernes et de dinosaures anciens. Puis, peu après, un second opus nous présenta un nouvel hybride terrifiant, l'Endoraptor, une sorte d'Indominus version Raptor, une création tout droit sortie d'un cauchemar cinématographique. Ces deux monstres partagent de nombreux traits, puisque l'Indoraptor est essentiellement une fusion entre l'Indominus Rex et un Vélociraptor. Pourtant, il se distingue nettement de ses parents. Avec un corps bien plus large que celui de la plupart des droméosaures, tout en conservant une agilité surnaturelle, des griffes acérées sur les pattes et surtout ses mains pourvues de griffes qui ridiculiseraient celles de Freddy Krueger. Même s'il est moins imposant que l'Indominus Rex, ses caractéristiques le rendent infiniment plus menaçant pour un humain lambda. Bien qu'étant un pur produit de science-fiction, un prédateur cauchemardesque, il y a fort longtemps, la nature elle-même engendra ses propres Indoraptors. Il y a environ 150 millions d'années, pour être précis. Au cœur du Mésozoïque émergea un nouveau groupe de théropodes, les Mégaraptoriens. Comme l'hybride du film, ces dinosaures sont enveloppés de mystères en raison du faible nombre de fossiles découverts. Les paléontologues n'ont pas une idée claire de leur lien de parenté. Une chose est certaine cependant, ils auraient fait des antagonistes parfaits pour un nouveau film Jurassic Park, car ils arborent une allure similaire. Et ce que vous imaginez là n'est pas la griffe au pied d'un raptor surdimensionné, mais bien une main. Celle-ci appartenait au Mégaraptor, le premier mégaraptorien découvert et le lotype de ce groupe. Comme son nom l'indique, quand les paléontologues exhumaient ces fossiles en Argentine dans les années 90, ils crurent d'abord avoir affaire à une espèce de droméosaure gigantesque, en se basant sur cette griffe démesurée. Aujourd'hui, il est établi qu'il s'agissait en réalité d'une griffe montée sur sa main, d'une longueur impressionnante de 30 cm, soit la taille d'un des plus grands couteaux de chasse, ou plus prosaïquement, de votre règle d'école. Pour résumer, cela signifie que cet animal possédait les plus grandes griffes jamais détenues par un prédateur, du moins jusqu'à la découverte d'autres mégaraptoriens, parfois encore plus terrifiants. En effet, au cours des 20 dernières années, de nombreuses nouvelles espèces appartenant à ce groupe ont été identifiées, portant le total à 11 genres distincts. Ces découvertes supplémentaires nous ont révélé que leur arme principale était encore plus létale qu'on ne l'imaginait. D'une part, ils étaient équipés d'une seconde griffe sur le deuxième doigt, tout aussi tranchante. Et d'autre part, leurs griffes semblaient encore plus longues de leur vivant, recouvertes de kératine qui les allongeait de 30% supplémentaires. Et même si le troisième doigt ne portait pas de griffes géantes, il était tout de même utile pour l'appréhension. Cependant, ce n'est pas seulement leur taille et leur forme qui rendaient ces lames si mortelles, mais la main qui les maniait. Les mégaraptoriens possédaient des membres antérieurs très massifs, de quoi faire complexer de nombreux autres théropodes, comme le T-Rex par exemple. Leurs bras étaient couverts de muscles robustes et leurs os étaient adaptés pour être à la fois solides et flexibles, permettant aux mégaraptoriens d'utiliser leurs griffes avec célérité et dextérité. Cela leur offrait la possibilité de les manier comme des épées ou des lances selon l'adversaire, infligeant assurément des dégâts catastrophiques et des blessures horribles. Et même une fois leur victime à terre, le carnage continuait. Les chercheurs estiment que les mégaraptoriens pouvaient utiliser leurs griffes pour tailler en pièces la carcasse, tranchant habilement la viande à la manière d'un boucher pour s'offrir les morceaux les plus délicieux. Oh, je pourrais m'arrêter là. Je pense avoir été clair sur les capacités des mégaraptoriens. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Pour vraiment mesurer la brutalité de ces animaux, il faut s'intéresser à leur proie. S'ils s'attaquaient à des sauropodes plus grands qu'eux, il est probable qu'ils usaient de leurs griffes pour lacérer encore et encore leur cible avant de la mettre enfin à terre, puis de la découper comme une bonne bavette. Dit comme ça, cela sonne presque enviable. Mais croyez-moi, pour les dinosaures de plus petite taille, équivalent à celle d'un humain par exemple, leur sort devait être bien pire. Ainsi, ils devaient attraper ces proies en les agrippant, puis les transpercer comme des brochettes à l'aide de leurs griffes, avant de les enfourner encore vivantes dans leur gueule garnie de crocs. Pour schématiser, imaginez quelqu'un en train de manger une part de pizza. Sauf que la pizza est vivante, empalée, et sûrement en train d'hurler de terreur. Ceci était rendu possible par leur épaule et leurs bras uniques, offrant une large liberté de mouvement ainsi que la capacité de soulever la nourriture jusqu'à leur bouche. En parlant de ça, bien que moins impressionnante que leurs griffes, leur mâchoire n'était pas en reste
est tout aussi fascinante. Contrairement à la plupart des prédateurs qui disposent souvent d'une dentition similaire au sein de la même famille, les mégaraptoriens possédaient des dents fort différentes selon les genres, s'inspirant plus souvent d'autres groupes de théropodes. Par exemple, pour le mégaraptor, les dents à l'avant de la mâchoire étaient similaires à celles des tyrannosauridés, épaisses à la base et en forme de croissant. Pour son cousin, le Murusraptor, les dents frontales étaient plutôt droites et pointues. D'autres, comme l'Australovenator ou l'Orcoraptor, avaient des dents assez similaires à celles des Dromaeosauridés et Compsognathidae, lisses sur le devant et crénelées à l'arrière, efficaces pour découper finement les chairs. Et ce n'est pas tout, avec le Fukuiraptor qui possédait sans doute les dents les plus menaçantes, longues, nombreuses et semblables à des lames, ressemblant en tout point à celles du Kerchaodontosaurus, le fameux lézard à dents de requin. Cependant, au vu de la morphologie de leur crâne, les mégaraptoriens ne devaient pas avoir une morsure particulièrement puissante, ce qui était sans doute compensé par leur dentition fortement spécialisée. Et après tout, niveau armement, leurs lames avaient déjà un tel potentiel de dévastation que bon. Mais cela fait un point de plus pour les mégaraptoriens sur l'Indoraptor, qui ne possède, lui, que des dents assez courtes et peu spécialisées. Et la version préhistorique gagne aussi la palme de la taille, car parmi les spécimens découverts, l'Indoraptor se rapproche assez du gabarit de l'Aerostéone, un genre de mégaraptorien argentin d'une longueur de 7,5 mètres pour une tonne. Mais le fait est que l'Aerostéone est plutôt considéré comme de taille moyenne parmi ses cousins, très loin d'être le plus imposant. En fait, la moitié des mégaraptoriens l'étaient, avec par exemple l'Orcoraptor, le Mégaraptor et le Tratayenia, eux pouvant dépasser les 8 mètres de long. Avec de telles tailles, ils étaient parfois les plus grands prédateurs au sein de leur environnement, notamment en Australie, où le plus grand théropode y découvert fut vraisemblablement un mégaraptorien, un animal correspondant parfaitement aux standards de ce pays, si vous voulez mon avis. Ce n'est pas en Australie que vous trouverez le plus grand de ces monstres. Pour cela, il faut voyager en Argentine, au Crétacé supérieur. Et si vous êtes particulièrement malchanceux, vous tomberez sur le maïp. Oui, le maïp. Mais ce nom quelque peu amusant ne lui rend pas vraiment justice à première vue, car ce prédateur était purement exceptionnel. En plus d'être le plus grand des mégaraptoriens, il était parmi les plus imposants de tous les théropodes, avec des fossiles suggérant une longueur de 10 mètres, supérieure aux plus grands allosaures jamais découverts. À cette taille, il était le plus grand et le plus terrifiant prédateur d'Argentine durant son époque, sans doute capable de chasser n'importe quel type de dinosaure, comme toute une variété d'ankylosaures, d'hadrosaures ou d'ornithopodes. Il pouvait même abattre des titanosaures comme le Nulotitan en utilisant ses fameuses griffes pour mutiler et lacérer le pauvre herbivore géant jusqu'à ce qu'il s'effondre. En effet, bien qu'aucune griffe de maïp n'ait été découverte à ce jour, les chercheurs estiment, en se basant sur ses cousins, qu'elle mesurait au moins 37,5 cm, faisant de ce dinosaure le prédateur ayant les plus grandes griffes de l'histoire. Son nom, peu intimidant pour nous Français, fait pourtant référence au danger qu'il représentait. Maïp est, dans la mythologie Aonikenk de Patagonie, l'ombre de la mort, glaçon de l'intérieur. Donc oui, voilà. Croisez au détour d'une clairière l'une de ces charmantes bestioles, ou n'importe quel mégaraptorien d'ailleurs, et vous glacerez sans doute de terreur. Mais le pire sera quand il s'élancera sur vous, car dès la première foulée, vous réaliserez qu'il est bien trop rapide pour un animal de cette taille. De nombreux dinosaures avaient des os plus ou moins creux, ou alvéolés, mais chez les mégaraptoriens, cette alvéolisation est poussée à des niveaux extrêmes, au point où, à l'exception du Néovenator, aucun théropode n'avait des os aussi légers. Tous les ossements retrouvés possédaient cette caractéristique, mais les humérus, les vertèbres et les côtes étaient particulièrement creuses. Ce qui signifie que les mégaraptoriens étaient extrêmement légers pour leur taille. Par exemple, le mégaraptor n'aurait pesé qu'une seule tonne, tandis qu'un allosaure de taille similaire était potentiellement 50% plus lourd. Et pour pousser encore plus loin, l'Australovenator, bien que mesurant 6 mètres de long, n'aurait probablement pas pesé plus de 310 kg. Avec ceci, les paléontologues pensent que certains genres étaient les guépards de leur environnement. Il est néanmoins probable qu'ils étaient tous des tueurs très rapides et agiles, un peu comme des ninjas préhistoriques armés de shurikens géants, préférant des embuscades aux combats d'attrition. Enfin, les mégaraptoriens avaient les os des pattes postérieures très élancés, assez similaires à ceux des coélorosaures, indiquant des jambes adaptées à la course. Bien qu'utilisant cette panoplie d'armes majoritairement sur leur proie, quelques fossiles indiquent qu'ils les employaient aussi sur leurs rivaux. En effet, un spécimen de Murasraptor, un autre mégaraptorien argentin, fut découvert avec les traces d'une infection sur sa boîte crânienne. 2 perforations à la base du crâne furent identifiées comme en étant la cause.
Et en comparant avec ses propres dents, les paléontologues ont conclu que son agresseur était un autre Murasraptor. Les dégâts étaient tellement importants que les scientifiques ayant étudié le crâne pensent que cet individu avait 50% de chance de succomber à cette blessure. Entre leur tempérament et leur physique, il n'est pas étonnant que les mégaraptoriens se soient établis et aient prospéré sur 3 continents différents, l'Australie, l'Asie et l'Amérique du Sud. Et ils étaient assez communs en Argentine, en Australie, en Thaïlande et au Japon. Dans ces pays, si vous vouliez éviter ces Freddy Krueger sous stéroïdes, il aurait fallu éviter les cours d'eau. En effet, de nombreux indices suggèrent qu'ils affectionnaient les zones plutôt humides, comme les bords des fleuves ou la côte maritime, où les proies étaient abondantes et très diversifiées. Certaines hypothèses proposent même que certains genres chassaient de temps en temps des animaux marins ou semi-aquatiques, comme des crocodiliens, des tortues et de gros poissons. Pour tout vous dire, certains paléontologues pensaient que, tout comme le Spinosaurus, les mégaraptoriens utilisaient leurs griffes plutôt pour pêcher. Mais avec la découverte de nouveaux fossiles, cette hypothèse a été réfutée, et le consensus actuel est qu'il s'agissait bien de prédateurs terrestres, souvent même les super-prédateurs de leur environnement. Ce n'était pas toujours le cas. Le registre fossile indique une certaine rivalité avec les Carcharodontosauridae, souvent plus imposants et spécialisés dans la chasse au gros gibier. Cette compétition a eu lieu principalement en Amérique du Sud, où les mégaraptoriens devaient miser sur l'agilité et la vitesse. Ainsi, on observe que ce n'est seulement qu'après la disparition des Carcharodontosauridae que nos amis griffus commencèrent à gagner en taille. Un fait amusant est que malgré cette rivalité, ces deux taxons partageaient quelques similarités, comme la forme et la taille de leur boîte crânienne, indiquant potentiellement un degré d'intelligence identique. Or, d'autres études avaient comparé l'intelligence des Carcharodontosauridae à celle des crocodiliens actuels. Et malgré les préjugés, ces animaux sont tout sauf idiots. Des crocodiles ont déjà été aperçus en train de tendre des pièges, de se coordonner entre eux, voire d'utiliser des appâts pour tromper leur proie. Donc, si cette théorie est véridique et que les Carcharodontosauridae et par extension les mégaraptoriens disposaient d'un tel degré d'intelligence, aucun herbivore n'était à l'abri. En dépit de leur similarité et de leurs relations conflictuelles, les mégaraptoriens n'étaient vraisemblablement pas parentés aux Carcharodontosauridae. En fait, personne ne sait vraiment ce qu'étaient ces monstres énigmatiques. Évidemment, ils forment une famille clairement identifiable, mais le groupe plus large auquel ils appartiennent reste encore un mystère. Comme leur nom le suggère, les paléontologues ont d'abord pensé à des droméosaures, mais cela fut vite rejeté vu l'absence de la griffe caractéristique des vrais raptors. Puis, avec leurs os très creux et légers, on pensa qu'ils étaient des néovénatoridés, mais ça ne tenait pas vraiment. Aujourd'hui, deux écoles s'affrontent sur la question. La première prétend que les mégaraptoriens appartiendraient aux tyrannosauroïdes, faisant d'eux les plus proches cousins des tyrannosauridés. La seconde voudrait qu'ils soient des coelurosaures non tyrannosauridés, ce qui, avouons-le, ne nous avance pas beaucoup. Et le mystère ne s'arrête pas là, car les scientifiques ne savent pas vraiment où ils sont apparus. L'hypothèse actuelle est que les mégaraptoriens émergèrent en Asie au Jurassique supérieur, puis migrèrent en Australie au Crétacé inférieur. Là, ils se diversifièrent avant d'éventuellement poursuivre leur route en Amérique du Sud en passant par l'Antarctique. En fait, ces dinosaures semblaient tellement prospères que l'on pourrait s'imaginer que leur adaptation à la chasse était bien plus efficace que celle d'autres théropodes. Quand on les compare aux registres fossiles de différentes grandes familles, cela devient presque évident. Par exemple, les tyrannosauridés n'auraient existé que 16 millions d'années, 46 millions pour les spinosauridés, 64 pour les Carcharodontosauridae ou 25 millions pour les mégalosauridés. Pendant ce temps, nos petits mégaraptoriens auraient tracé leur route pendant plus de 84 millions d'années, faisant d'eux l'un des groupes de dinosaures ayant vécu le plus longtemps. De plus, là où beaucoup de taxons tendent à rapetisser avec le temps, les mégaraptoriens, quant à eux, semblaient devenir de plus en plus gros et terrifiants, ayant comme dernier représentant notre fameux Maip. Avec une famille de dinosaures aussi parfaite, nous aurions eu du mal à imaginer comment ils auraient pu s'éteindre. Mais sur ce coup-là, Mère Nature reçut un petit coup de main venant de l'espace. Car comme tous les dinosaures nonaviens, ces monstres furent balayés de la surface de la Terre par une météorite géante il y a 66 millions d'années. Ceci mit donc fin au règne de terreur de nos amis griffus. Et bien que la Terre ait connu nombre de prédateurs mortels après eux, aucun n'a jamais égalé les mégaraptoriens.